ou qu'il traverse une zone de forte turbulence comme je l'ai déjà vécu. À ce moment-là, je me suis sentie prisonnière, à la merci des événements. À l'Institut universitaire de psychothérapie de Würzburg, le psychologue Andreas Mühlberger prépare sa patiente à un traitement peu ordinaire. La peur n'en finit pas de grandir et ne disparaît pas. La réalité virtuelle est ici au service de la neuropsychothérapie. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons quelques minutes d'attention pendant la présentation des procédures de sécurité. La patiente est confrontée à la situation de son angoisse. Insérez la partie plate dans la boucle métallique et ajustez-la à l'aide de la sangle. Elle sait qu'elle se trouve dans un simulateur de vol, mais elle ressent la peur avec la même intensité qu'à bord d'un avion. En vue du décollage, veuillez redresser le dossier de votre siège et relever votre tablette. Si vous utilisez un appareil électronique portatif, merci de l'éteindre au moment des phases de décollage et d'atterrissage. Vous voulez regarder par le hublot ou regarder les autres passagers de l'avion? Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement une zone de turbulence. Nous vous invitons à regagner votre place et à attacher votre ceinture. Ça vous plaît? Pas trop. Votre peur évolue? Vous sentez des changements? Que se passe-t-il? Que ressentez-vous? Est-ce que la peur augmente? Vous avez les mains moites? Les mains moites et une sensation désagréable dans l'estomac. Notre cerveau s'appuie sur les informations dont il dispose. Il juge que les mouvements, les sons et les images sont suffisamment authentiques et conformes aux souvenirs de la patiente. Il réagit donc comme en situation réelle. Tout est très désagréable. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente. Veuillez regagner votre place et attacher votre ceinture. Nous vous demandons de redresser le dossier de votre siège et de relever la tablette. Nous vous rappelons également que tous les appareils électroniques doivent être éteints. La plupart des patients se disent soulagés et se décident à reprendre l'avion. La peur des araignées, le vertige et la claustrophobie sont également traités avec succès de cette façon. Les réactions du cerveau au monde virtuel peuvent ainsi être utilisées à des fins thérapeutiques. Life beyond reality. Where imagination knows no bounds. Les réalités virtuelles, comme celle de Second Life, s'aventurent toutefois dans une dimension supplémentaire, puisque le moi émotionnel devient lui aussi virtuel. Je m'appelle Thomas Mayer, je suis zurichois et j'ai 28 ans. Dans les études conduites par l'Institut de neuropsychologie de Zurich, les sujets en interaction avec des êtres virtuels présentent les mêmes réactions corporelles que face à des personnes en chair et en os. Lorsque les auditeurs virtuels semblent s'ennuyer, les orateurs sont soudain pris de doute. Ils se mettent à transpirer et leur pouls s'accélère. À l'inverse, ils semblent gagner en confiance dès lors que l'auditoire factice est programmé pour avoir l'air attentif. Leur rythme cardiaque s'apaise et leur concentration s'accroît. Là encore, les participants savent très bien qu'ils se trouvent face à des virtuels créés par ordinateur. Mais la réaction subconsciente semble l'emporter sur ces données conscientes. Jusqu'où notre perception de la réalité est-elle manipulable ? L'interprétation de la réalité virtuelle, tout comme celle de la réalité empirique, est un mécanisme faisant intervenir un ensemble de processus psychologiques qui se produisent pour ainsi dire automatiquement. Il faut imaginer que notre cerveau génère en permanence des processus d'interprétation et de contrôle de l'action, et ceux-ci sont tellement puissants que lorsque nous sommes plongés dans un univers virtuel, le contrôle conscient que nous tentons d'exercer n'a aucune influence.
Ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau tente en permanence de nous faire croire que ce monde parallèle, conçu par notre conscience, est l'initiateur du processus, alors que c'est en fait une illusion. À partir de toutes nos expériences liées à notre corps et à notre environnement, le cerveau fabrique un moi, un être conscient. Ce que nous appelons moi, c'est le centre de notre perception. Toutefois, ce moi ne semble pas être un phénomène permanent, mais plutôt un processus en cours. Notre réalité personnelle ne serait donc qu'un état de conscience malléable à volonté. L'Institut Bender de Gießen en Allemagne s'intéresse aux effets de la méditation. On y étudie notamment comment les techniques méditatives modifient l'état de conscience. Les recherches menées récemment confirment que la méditation peut provoquer de nettes modifications structurelles dans le cerveau. Les formes de méditation sont multiples, mais elles peuvent toutes conduire à un nouvel état de perception. Le psychologue Ulrich Ott y voit une occasion de cerner les limites de notre propre conception de la réalité. En général, nous ne saisissons pas à quel point notre façon de percevoir le monde est tributaire du fonctionnement particulier de notre cerveau. Cela veut dire, à l'inverse, que si notre cerveau est modifié, alors notre réalité va changer elle aussi. Il semble que la méditation soit en mesure de nous amener à un état de conscience différent et même d'introduire des modifications dans le fonctionnement du cerveau. Du point de vue des neurosciences, il est très intéressant d'étudier comment la méditation provoque de tels changements et d'observer ensuite les modifications subjectives correspondantes. Ulrich Ott explore ce phénomène avec des volontaires pratiquant la méditation depuis longtemps. Que se passe-t-il dans leur cerveau? Le cerveau présente justement une activité inhabituelle et fait preuve d'une capacité de concentration et de contrôle des émotions particulièrement élevée. Pendant la méditation, on enregistre dans de vastes zones du cerveau des fréquences élevées qui, en temps normal, n'apparaissent que fugitivement et de façon très localisée. Les cellules nerveuses semblent communiquer dans l'ensemble du cerveau. Ce dernier cesse de sélectionner et de privilégier certains aspects limités de la réalité. Dans cet état particulier, le cerveau traiterait toutes les informations à égalité. Lorsque l'on a une profonde expérience de la méditation, il s'avère que l'on est beaucoup moins replié sur soi-même et nettement plus ouvert sur les autres. Après une séance de recueillement, on regarde les autres plus intensément, comme si l'on pouvait voir leur âme. C'est seulement à ce moment-là que l'on peut dire que l'on a atteint un état de méditation profonde. Dans ce cas, les catégories et les filtres qui définissent généralement notre compréhension du monde et nos jugements se trouvent dynamités. Avec un œil neuf et une certaine fraîcheur, on a réellement accès à ce qui est. Le monde semble dépourvu de contours précis. Le cerveau réinvente sans cesse à partir de ce monde une réalité tangible pour nous. Dans les traditions mystiques, la méditation sert à connaître la véritable nature du réel, le monde tel qu'il est vraiment.
Une expérience mystique constitue une modification radicale de la perception. Là où auparavant il y avait un moi extérieur, soudain tout ne fait plus qu'un. C'est le message central des mystiques. La notion du temps est également différente. Et ceux qui méditent disent que cette pratique est un processus d'éveil, ce qui impliquerait que nous soyons endormis dans notre état normal de conscience. On parle donc parfois d'éveil. D'ailleurs, Bouddha est appelé l'éveillé. On perçoit brusquement le monde avec des yeux différents. On en a une compréhension plus profonde et on a le sentiment de connaître la source même du réel. Nous croyons que le monde se résume à ce que nous voyons. Mais notre cerveau ne nous présente qu'une seule représentation du monde, qui s'apparente à une carte d'orientation. Ce n'est qu'une interprétation parmi d'innombrables possibilités. Je suis obligé de supposer que ce que je perçois ici peut être perçu autrement par mon voisin, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Nous avons tendance à supposer que les choses sont telles que nous les percevons. Il faut passer par un long processus pour se convaincre que ce n'est pas le cas. À l'avenir, monde réel et univers artificiel se confondront de plus en plus. Courons-nous le danger de nous perdre dans le virtuel ? Il est possible de mieux comprendre notre propre réalité, voire de la modifier, car nous voyons et percevons le monde, non pas tel qu'il est, mais en fonction de ce que nous sommes.